l'exposition et le programme public des instituts de Rimnes, dans lequel vous pourrez encore découvrir quelques vidéos et films et documentaires ce dimanche et jusqu'à la fin du mois de juin avec une autre pièce de Shelley Silver cette fois-ci. C'était aussi l'occasion pour une rencontre en l'occurrence avec un historien de l'art de questionner cette exposition de Dwayne Hanson et ce rapport tel que le décrivait Douglas Coupland dans cette introduction, ce court texte autour du travail de Dwayne Hanson, en particulier dans le catalogue publié par Sapporten Gallery pour cette exposition-là. Donc ce rapport entre la notion de réalisme et de réel, qui, dans une autre mesure évidemment, dans notre rapport d'histoire de l'art, au travers de l'évolution de la civilisation et de l'histoire de l'art, est abordé par vous-même dans cette question de l'évolution. Alors, on parlera de race ce soir, avec des termes qui seront évidemment pesés, mais de racialisation, disons, de l'histoire de l'art, et de voir dans quelle mesure, autant comme Dwayne Hanson a pu porter le regard sur certains individus, l'histoire elle-même, dans l'histoire de l'art, en tout cas, a pu porter son regard sur différentes civilisations, et à quel point ça a pu évoluer de façon complètement pernicieuse à un moment, puisque les barbares, dès l'introduction de cet ouvrage, sont ensuite devenus les reconstructeurs, dans une certaine mesure, des civilisations qu'ils avaient eux-mêmes envahies. Je vous introduis très rapidement pour ensuite vous laisser présenter bien mieux que moi cet ouvrage. Donc, vous êtes historien de l'art, comme on peut se redouter, et directeur des études à l'école des hautes études en sciences sociales. Et vos travaux se situent au croisement de l'histoire et de l'histoire de l'art. Je vous laisse présenter votre dernier ouvrage. Merci. Et afin d'en discuter, évidemment, n'hésitez pas au terme de cette présentation. Merci pour cette invitation d'abord, merci pour votre présentation, et puis merci à ceux qui sont venus d'être présents ici. Alors, oui, bon, peut-être il y a plusieurs façons évidemment de commencer à parler de ce livre. Je pourrais commencer à en parler à partir de votre incitation à essayer d'examiner les rapports justement entre réel et fiction, en prenant au point d'appui certains éléments de l'exposition. Je pourrais prendre comme point de départ aussi un fragment de conversation avec Marie-Claude Beau et Maurice Péchuret qui touchait précisément à la production de faux. La production de faux, c'était la production de faux authentiques, de faux à la recherche d'authenticité. Cette peinture soi-disant aborigène qui est produite massivement en Australie ou ailleurs quelquefois, mais souvent en Australie. Et je voudrais dire d'ailleurs à ce propos que en essayant de construire justement une espèce de ce que j'appelle l'épilogue dans cet ouvrage qui essaie de voir un petit peu ce qu'il en est aujourd'hui de cette espèce de phénomène de racialisation qui a émergé à la fin du XVIIIe ou au début du XXe siècle. Ce qui m'a absolument fasciné, c'est précisément en interrogeant quelques collègues anthropologues, puisque l'école des études a cet immense avantage qu'on peut y croiser toutes les disciplines. J'ai demandé à quelques anthropologues qui travaillent sur le terrain d'Australie de me dire un petit peu ce qu'il en était aujourd'hui. Ils m'ont dit aujourd'hui c'est encore pire que jamais parce qu'il y a des camps, de peintres. C'est-à-dire que les marchands ne se contentent pas d'aller en effet solliciter comme ça quelques artistes de gauche à droite. Ils leur proposent, moyennant évidemment une somme toujours plus ou moins dérisoire, ils leur proposent simplement de s'installer très loin de leur famille, très loin de tout centre habité, et ils se concentrent donc dans des camps, on concentre ces artistes dans des camps. Pourquoi? Quel est le but? Le but, c'est de produire de l'authenticité. Plus on va être coupé de tout élément de civilisation à l'occidentale, plus on est supposé produire de l'authentique. Voilà, la chose la plus monstrueuse qu'on puisse imaginer. Et donc, ce sont des gens qui restent isolés, loin de leur famille, pendant quelquefois 6 mois, 8 mois, 9 mois, pour produire, à la chaîne évidemment, ce type d'art supposé évoluer. Donc, alors là, en effet, on est déjà dans un rapport à la fiction
qui est pour le moins singulier. Ce rapport à la fiction, je pourrais encore l'aborder à travers une petite découverte, comme ça, une petite enquête, puisque les invasions barbares, hein, en gros, il y a deux grandes versions en Europe des invasions barbares. Il y en a plusieurs, mais il y a deux grandes versions. Il y a la version qu'on connaît dans les pays de langue française, italienne, anglaise, et ça s'appelle invasion barbare. Mais dans les pays de langue germanique, ça se dit Völkerwanderung. Völkerwanderung, ça veut dire la migration des peuples. Et évidemment, ça sonne autrement aux oreilles. C'est pas tout à fait la même chose. Donc déjà, il y a deux façons de concevoir les invasions barbares, selon le pays et selon la langue qu'on habite, ou qui vous habite, puisque la langue vous habite souvent plus qu'on y habite. Alors, de quoi s'agit-il Google Images, que j'ai regardé comme ça il y a quelques temps. Quand on regarde sur Google Images, vous voyez, il y a non seulement ces cartes, je vais y revenir, hein, ces cartes montrant les invasions barbares. Pour l'essentiel, les invasions barbares, ces barbares, j'y reviendrai, qui sont supposés avoir envahi l'Europe d'est en ouest essentiellement au 4e, 5e siècle, qui débouchent sur ce qu'on appelle le Regnum Francorum, pour ce qui est de la France, ça débouche sur l'invasion du territoire gallo-romain en particulier, et sur la création du royaume des Francs, et sur la naissance de la France, et sur la naissance dans l'Europe entière d'un certain nombre de royaumes qui vont donner naissance à l'Europe petit à petit, se construisant telle qu'on la connaît aujourd'hui, au départ de ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais ce que l'histoire a très longtemps retenu, c'est, pour l'essentiel, ce sont des guerres, des conquêtes, des massacres, quelquefois, des exterminations de masse, des choses comme ça. Voilà, ça c'est les images qu'on voit quand on regarde sur Google Images, invasion barbare. Maintenant, quand on regarde Völkerwanderung, vous voyez partout il y a des soldats, il y a des je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu loin, ici des scènes de pillage, etc. Ici encore, etc. Voilà. Maintenant, si vous regardez Völkerwanderung, donc migration des peuples, vous avez des images totalement différentes. Évidemment, on retrouve quelquefois les mêmes cartes montrant ces migrations, mais en même temps, il n'y a plus d'attaque. Il n'y a plus d'attaque, il n'y a plus de bataille. C'est tout à fait remarquable. Il n'y a plus de bataille. Vous avez des chariots avec des familles. Évidemment, il y a un soldat en arme comme ça. Ici, là encore, il y a, vous savez, dans la fameuse clairière, des populations allemandes, des tribus allemandes de ces premiers siècles. Vous avez des serments, fidélité au chef, etc. Mais ce qu'il y a aussi, et qu'on voit pas sur ces images que je vous dis, ici, même ici. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est comment? Mouvement migratoire. Mouvement migratoire d'aujourd'hui. Voilà. Donc des Syriens, par exemple, ou bien d'autres populations en train de migrer. Et si vous voulez, c'est très étonnant parce qu'on comprend en même temps, pour une part, le type de réaction d'une part de la population allemande, et cette espèce de politique d'accueil qui a été celle de Merkel, évidemment éminemment calculée, une calculatrice qui ensuite négocie, qui revend les migrants à la Turquie après, c'est lamentable, scandaleux et inqualifiable. N'empêche qu'il y a en effet une espèce de mouvement de solidarité qui s'est constitué en Allemagne, dans certains pays également aussi. Souvenez-vous, nous aussi, nous avons été des peuples issus de migration. Voilà. Donc, c'est quelque chose, je crois, qu'il faut avoir en tête aussi aujourd'hui, qu'il est important d'avoir en tête. Parce que quand on dit invasion barbare... En l'occurrence, qui est le barbare de qui aussi, puisque la question est demandée dans notre ouvrage, en l'occurrence, l'inversement du rapport voilà. de l'envahisseur envahi. Oui, oui, absolument. Alors, bon, ça, peut-être qu'on va dans les détails revenir après. Voilà. Et puis, alors, une autre façon encore
d'introduire à ce livre, c'est que l'idée m'est venue de faire ce livre à partir simplement d'un travail que j'avais engagé il y a très très longtemps, qui a été publié il y a 20 ans, sur le national-socialisme et l'art. Et j'avais été absolument sidéré parce que tous les énoncés des idéologues nazis et de Hitler, y compris dans ses discours sur la culture, me semblaient d'une banalité absolument totale. Il n'y a rien de particulièrement, il n'y a rien de plus choquant que ce qu'on trouvait dans les catalogues d'exposition de ces années-là, ou sous la plume de beaucoup d'historiens d'art de ces années-là. L'idée selon laquelle l'art exprime le génie du peuple, etc. Bon, c'est quelque chose qu'on trouve partout, partout, partout. Alors, quelques temps après la publication de ce livre, en 1996 précisément, j'avais commencé à faire une espèce de un petit article, c'est une petite synthèse, d'un certain nombre de thèmes nationalistes et racistes qui avaient traversé le XIXe siècle en particulier et qui, me semble-t-il, avaient ressurgi dans le nazisme qui, encore une fois, me semblait sur ce point n'avoir rigoureusement rien inventé du tout. Et je me suis dit, un jour, il faudra tout de même que j'entreprenne une enquête un petit peu plus sérieuse là-dessus. Et voilà, donc l'enquête, j'ai mis du temps avant de la publier vraiment, mais bon, ça n'a jamais cessé non plus. Mais il se trouve que, comment dire ça, en faisant cette enquête, je me suis rendu compte que parmi les banalités que j'ai pu trouver dans la littérature artistique du XXe siècle, précisément les invasions barbares revenaient assez souvent, et revenaient assez souvent d'une façon telle que ça me rappelait tout à coup ce que j'avais lu sous la plume de Hitler, quand il était dans son bunker, un peu vers la fin, ce qu'on appelait les propos de table, ce qu'on appelait les propos de table aussi, cartésiens. Ils avaient dit, évidemment, il ne faut pas trop creuser, il ne faut pas faire trop d'archéologie comme ça sur les Germains, parce qu'on n'était pas très avancé au moment où les Grecs, eux, avaient cette culture extraordinaire, mais nos ancêtres qui sont partis comme ça, culture aryenne qui est partie de l'Est de l'Europe, qui est montée vers la Scandinavie et qui est redescendue ensuite vers le sud de l'Europe, il y avait une partie qui s'est arrêtée en Allemagne, dans les forêts profondes de la Germanie, c'est nous, et c'est vrai qu'à ce moment-là, on n'était pas très aidés par le climat, alors que les autres, donc nos cousins les Grecs, eux se sont épanouis avec ce climat magnifique, etc. C'est incroyable parce que, d'une part, ce sont des thèses du XVIIIe siècle, genre Buffon, etc. C'est la qualité du climat qui permet, et Winkelmann aussi, hein, c'est le climat qui permet aux arbres d'éclore, le climat idéal, le rôle bien tempéré, etc., qui permet aux arbres bien tempérés aussi d'éclore. Et puis en même temps, en faisant mon enquête, je me suis rendu compte que c'était je me disais, mais il est fou, il était vraiment cinglé, Et je me suis rendu compte que Leibniz avait écrit la même chose. Et qu'entre Leibniz et Hitler, il y a une continuité absolument totale. Et c'est quelque chose que finalement, un nombre d'historiens absolument incalculable a constitué comme mythe. Et ce que Poliakov a appelé le mytharien. C'est ça, c'est-à-dire l'idée selon laquelle les plus beaux Européens sont venus de la région d'Europe qui s'appelle le Caucase, qu'on appelle donc quelquefois aussi la source de ces populations aryennes, qui sont montées vers le nord, qui sont redescendues ensuite et qui ont irrigué de leur sang l'ensemble de l'Europe. Voilà. Et qui ont donné naissance, du coup, en effet, à un certain nombre d'arts, puisque, alors ça c'est vraiment la source de la racialisation de l'art et de l'histoire de l'art telle qu'elle a été pensée à partir du début du XIXe siècle, en irriguant cet espace européen, ces fameux barbares donc ont
permis la création d'un art nouveau. Alors après, il y a toutes sortes de thèses un peu singulières qui interviennent pour expliquer notamment cet écart assez curieux. Comment expliquer que les invasions dites barbares ont lieu essentiellement pour ce qui concerne la France, le nord de l'Espagne, etc., entre le 4e et le 5e siècle, et que l'art réputé germanique par excellence, l'art gothique par exemple, ne naisse que bien plus tard. Alors, il y a des tas de thèses sur le temps d'incubation nécessaire, etc., que beaucoup d'historiens de l'art, allemands et français, bien surtout français, ont élaboré pour tenter de rendre compte de ça. Donc, racialisation à partir de ces thèses-là. Des thèses sur lesquelles on peut dire quelque chose. Oui, maintenant, bon, alors. D'où ça vient je sais pas, mais je pense que. Oui. Cette idée, pourquoi ça intervient à la fin du XVIIIe siècle? On parle assez peu d'invasion barbare avant. On en parle bien sûr, mais jamais dans ces termes. Ça devient quelque chose de fondateur à partir du moment, en gros, où la Révolution française d'abord a commencé à faire son travail de sape idéologique, c'est-à-dire de penser que tous les hommes sont égaux, de penser et d'écrire, que tous les hommes sont égaux en droit, égaux et libres en droit, et que les différences sociales ne peuvent pas être attribuées à d'autres causes que des hiérarchies sociales, etc. Évidemment, les thèses de différence raciale à ce moment-là viennent tout à coup, de façon extraordinaire, donner une apparence de rationalité aux différences de classe. C'est-à-dire qu'on commence à penser que les peuples conquérants, à penser et à dire, et ça sera tout le travail des historiens romantiques en particulier, on commence à penser, à dire, à écrire, etc., que les différences de classe sont des différences de race. Et que si il y a des riches et des pauvres dans un pays, s'il y a des nobles et s'il y a des roturiers, et bien que c'est quelque chose qui est hérité de très longue date et qui vient de différences de race d'abord. Regardez ce qui se passe en France, la noblesse est d'origine germanique. C'est quelque chose à quoi tout le monde au XVIIIe siècle croit. La noblesse d'origine germanique. Montesquieu dit nos pères les Germains. Nos pères germains, c'est-à-dire nous qui avons envahi la France, nos pères qui ont la France, pas la France, nos pères qui ont conquis l'Empire romain, Montesquieu par exemple, encore, etc. Voilà. Donc c'est normal que le tiers-état, la bourgeoisie, les pauvres aussi, de façon générale, soient des gallo-romains, vaincus, puisqu'ils étaient finalement inférieurs. Et il est tout à fait normal aussi donc, que les classes supérieures soient des classes issues de races supérieures. Voilà, donc ça joue à l'évidence un rôle tout à fait fondamental. À cela vient s'ajouter le fait que, une fois la Révolution française arrêtée, on va dire, une fois l'Empire napoléonien constitué, avec l'invasion par les armées napoléoniennes d'une part de l'Allemagne, une partie de l'Allemagne, la Prusse, et une très forte réaction évidemment, bien compréhensible par ceux qui sont occupés, et à ce moment-là, donc, tous ces gens qui sont des grands admirateurs de la culture française d'une part, vous savez que dans toutes les cours allemandes, dans les différents royaumes d'Allemagne, c'était la culture française qui dominait, qui parlait français, etc. Voilà que tout à coup, il y a une espèce de rejet total de cette domination française, et que, simultanément, il y a un rejet total, évidemment, de la culture romaine, qui est celle de l'Empire français, l'Empire napoléonien. Et donc, on commence à rechercher des origines proprement, des racines proprement nationales, raciales. Et là, je tiens à dire que, parce que j'ai eu ça comme objection de la part de l'historien, le terme de race
n'est évidemment n'a pas la même signification selon qu'on le prend en 1830, 1850, 1860, etc., ou selon qu'on le prend aujourd'hui. Bien évidemment, c'est très vrai, à ceci près que le terme de race, le terme de nation, le terme de peuple, le terme d'ethnie, le terme de tribu, etc., tout ça, ce sont des termes qui sont absolument interchangeables, qui sont déjà chez Buffon, et ça n'a jamais cessé depuis Buffon, utilisés dans n'importe quel sens, c'est comme terme à peu près équivalent avec des glissements de sens constants, donc depuis le milieu du XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui encore. Ou le terme d'ethnie, par exemple, a repoussé le terme de race depuis que l'UNESCO, après la catastrophe de la Seconde Guerre mondiale, comme conséquence de ces doctrines racistes, après donc que l'UNESCO, on est appelé avec la plus grande rigueur à ne plus utiliser le terme de race, mais le terme d'ethnie. Évidemment, du coup, si on ne peut plus utiliser le terme de race, si on dit ethnie, ça veut dire race aussi. Évidemment. Et chacun sait qu'aujourd'hui, le terme d'ethnie, c'est le cache-sexe du mot race. Bon. Du moins dans les pays continentaux, dans la partie continentale de l'Europe, puisque en anglais, dans les États-Unis, etc., le terme de race a des significations différentes. Il n'y a pas cette connotation, c'est une connotation qui existe en français avec le terme de race, ou en italien, etc. Voilà. Alors, oui. Ça me faisait vraiment rebondir aussi sur un passage dans mon ouvrage que je cherchais là, je ne le retrouve pas précisément, mais la référence selon laquelle un historien, on peut le citer, explique que ces questions d'invasion-là, le rapport des colonisateurs, la distinction de caste dans une norme sociale dans un pays, était moins importante au moment où le pays en question était colonisateur, qu'à partir du moment où les colonisations de ce pays-là s'interrompaient, les problèmes internes ressurgissaient, et que de là se recreusaient à nouveau les différences sociales qui s'estompaient a priori à partir du moment où la colonisation était plus intense. Il y avait un rapport qui était assez ambivalent en fait, à cette notion de race. Oui, et le contexte de niveaux sociaux. Oui, absolument, absolument. Alors moi, je pensais par contre à Renan. Il y a une phrase de Renan, c'est ça, c'est Renan. Alors, parce que Renan dit, ben oui, autant le rapport de conquête entre races de niveau égal n'est pas justifiable, et ça mène à des guerres civiles ou des choses comme ça, autant quand il y a des racines égales, pense explicitement au colonialisme, à ce moment-là, c'est parfaitement justifié. C'est parfaitement justifié. Viollet-le-Duc dit la même chose. Viollet-le-Duc dit la même chose, un peu avant Renan. Pour Viollet-le-Duc, il est évident que ce sont les peuples germaniques, les Ariens, les Ariens, les Arians, parce qu'il c'est un grand lecteur de Gobineau, ce sont eux, partout où ils passent, ce sont eux qui dominent, en fait. Partout où ils se sont installés, ils dominent absolument. Et là, on est dans des rapports sociaux, en effet, qui sont le résultat de rapports entre races. Et est-ce qu'on peut le rapprocher d'une sorte de mini-théorie de l'évolution d'une civilisation, dans laquelle vous faites le rapprochement entre, disons, l'évolution des arts dans cette civilisation-là, dans son enfance, dans son apogée jusqu'à sa décadence, où effectivement, au moment où, a priori, l'apogée de la création de cette civilisation-là correspond probablement à son niveau de règne, si vous voulez, sur un territoire donné, jusqu'à finalement sa décadence, où finalement les barbares, même, donc l'autre, parce que d'une certaine mesure, c'est une question, arrive à son tour pour finalement envahir celui qui avait lui-même occupé tout le territoire, et que le barbare en question devienne le salvateur, le sauveur de la culture de celui qui vient d'envahir, puisque finalement il vient alors je ne sais pas comment l'interpréter, mais la conserver, ou la modifier, ou la questionner, je ne sais pas. Oui, alors bon, parce que justement, problème entre fiction et réalité. C'est ça. À nouveau.
le discours qui se construit, en gros, dans les toutes premières années du XIXe siècle, c'est ça, c'est ceux que nous avons qualifiés de barbares pendant des siècles, en réalité, ce sont eux les civilisateurs. Et ceux qu'on accusait, ceux qu'on pensait être les défenseurs de la culture, ce sont eux qui ont tout fait pour la détruire. C'est-à-dire que les chrétiens iconoclastes ont été les véritables destructeurs de la culture et de la tradition culturelle issue notamment de l'Antiquité. Ce sont eux qui ont détruit la plupart des chefs-d'œuvre qui nous étaient transmis par l'Antiquité, alors que les barbares, eux, non seulement dans un premier temps, ont tout fait pour conserver, garder intacts et indemnes les monuments qui nous viennent de l'Antiquité, mais en plus, en se convertissant ensuite au christianisme, ce sont eux qui ont donné naissance à un art nouveau dont nous sommes les héritiers aujourd'hui. Alors ça, c'est le discours de Madame de Staël, par exemple. Si vous avez juste comme ça un jour l'envie, le temps, le loisir de lire les premières lignes de l'Allemagne de Madame de Staël, qu'elle écrit entre 1800, enfin qu'elle publie entre 1810 et 1814, c'est extraordinaire. C'est ça, c'est exactement ça qu'elle dit. Elle dit, regardez, la littérature et l'art de l'Europe sont divisés selon trois races. Les races germaniques, ou la race germanique, la race latine et la race esclavone, c'est-à-dire les Slaves. Les Slaves, on n'en parle pas parce que finalement, ce sont des imitateurs. Donc, il reste deux races en concurrence. Elle dit la race germanique et la race latine, mais on va très vite dire les races germaniques et les races latines. Et à ce moment-là, elle commence à faire une opposition absolument systématique entre l'art, justement, dont les races latines seraient les héritières, c'est-à-dire l'art qui vient de l'Antiquité, l'art qui vient du paganisme, l'art qui est essentiellement méditerranéen, et puis d'un autre côté, l'art du Nord, l'art des pays germaniques, un art chrétien, l'art des chevaliers, enfin lié à l'esprit des chevaliers, etc. Un art non chrétien, un art du Nord, un art qui serait celui de la subjectivité. Donc, il y a une coupure dans l'histoire, dit-elle en gros, et ça, ce sera la thèse de Hegel, par exemple, aussi, et la thèse de beaucoup d'autres écrivains. Il y a une coupure dans l'histoire. Avant qu'on parle de Renaissance, on ne parlait pas de Renaissance dans ces années-là, au début du XIXe siècle. C'est Michelet et Burckhardt qui ont inventé le concept de Renaissance. Donc, avant ce moment-là, on divise l'histoire de l'unité occidentale en deux moments, avant le 5e siècle, après le 5e siècle. On entre dans la modernité avec le 5e siècle, qui est le moment avec lequel on entre dans le christianisme, et diront ensuite les historiens de l'art, dans l'espace de la subjectivité. Regardez tout ce qu'écrit Rilke, qui est ici à la mode aujourd'hui. Rilke, c'est complètement raciste, hein, c'est dans les petites notes de bas de page chez lui. Mais il dit, comme Wolfling aussi, il y a eu un déplacement. Il y a eu un déplacement du centre de gravité de l'art en Europe. On est passé de l'espace du sud à l'espace du nord, et aujourd'hui c'est le nord. Alors, lui, il dit carrément, c'est nous qui triomphons aujourd'hui. C'est tout à fait étonnant. Voilà, bon, donc, alors après, ce qui est en effet intéressant pour les historiens de l'art, c'est le fait qu'on commence justement à attribuer, à partir de ces oppositions de race, on commence à attribuer aux œuvres des caractères déterminés totalement par le sang, par la race. La naissance des styles, différentes écoles qui, à un moment donné, vont être les étendards, les porte-drapeaux de certains pays ou de certains... Absolument, absolument. Et alors là, les choses sont compliquées parce que c'est vrai que ce sont les Italiens qui étaient déjà passés maîtres de ce genre de choses. Les Italiens qui vont dès le XVIe siècle, en gros, avaient commencé comme ça à penser en termes d'écoles. C'était des écoles régionales, évidemment, mais entre régions et nations, les choses n'étaient jamais très claires, en effet. Et alors, il y a un personnage qui m'a beaucoup intéressé aussi, c'est quelqu'un dont une seule personne, une Anglaise, avait repéré qu'il n'était finalement pas aussi clair qu'on voulait le dire habituellement, c'est Morelli. Morelli, le brave Morelli,
qui se faisait appeler la Molière, qui publiait en italien, mais qui était allemand, etc. Et qui, alors, de façon tout à fait étonnante, est réputé comme celui qui précisément a réussi, Giovanni Morelli, qui a réussi à établir en gros le connaisseurisme sur des bases réputées scientifico-intuitives. Et regardez les oreilles de tel tableau, et ça vous permet de faire des rapprochements avec l'oreille de tel tableau, et hop, on va voir que oui, non seulement les oreilles sont les mêmes dans tel et tel tableau, mais qu'en plus, il y a les nez qui sont pareils, et puis finalement peut-être aussi les sourcils, et puis peut-être aussi la façon de peindre les ongles, etc. etc. Donc on arrive à une espèce de principe physiognomique, tout ça qui est tout à fait étonnant, et on arrive à parler en termes de race. Évidemment, terme de race, ça ne signifie pas du tout la même chose que la race pour Buffon ou que la race pour Hitler, mais si, ça signifie la même chose en réalité. Ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement des déterminations physiques qui se transmettent héréditairement. Et ce qui est complètement incroyable avec Morelli, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'un principe qui permet donc d'attribuer telle œuvre à tel artiste, mais qu'il s'agit d'abord d'un dispositif qui lui permet de dire, ben voilà, cette œuvre, si elle appartient à telle catégorie d'artistes, originaire de telle région, donc appartenant à telle race, donc une région, une race, ou une nation, et à partir de là, on peut préciser les choses et dire, ben voilà, cet artiste qui appartient donc à telle école, à telle nation, à telle race, à cause de ses traits physiologiques, on peut dire qu'il est déterminé de telle et telle façon, et puis on fait des tirs groupements, et on dit voilà, c'est lui plutôt que lui. Voilà. Donc c'est un personnage qui pour moi était tout à fait fascinant. Alors on est dans la fiction, là aussi évidemment. On est dans la fiction, c'est-à-dire que les différences raciales sont pensées comme différences physiognomiques qui renvoient nécessairement aussi à la détermination de l'art par la race. Comme si tout artiste reproduisait non seulement en quelque sorte ses propres traits, comme on le disait dans la Florence du XVe siècle, hein, comme le disait Léonard de Vinci, tout peintre se peint lui-même, sauf que ce que disait Vinci, c'est que tout mauvais peintre se peint lui-même. Bon, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Et là, ce qui devient une espèce de règle absolument générale, c'est l'idée selon laquelle tout artiste, finalement, est transparent à lui-même. Il ne se peint pas lui-même, il peint sa race, il peint son peuple. Tout artiste est un artiste qui est en quelque sorte traversé malgré lui par des déterminations raciales, génétiques, on dirait aujourd'hui, c'est qui pareil, mais je me suis amusé comme ça, parce qu'on en trouve à la peine, là, ce genre de considération. Jean-Luc Chalumeau, qui parle en Basquiat, en disant voilà, les gènes parlent. Dans sa peinture, on voit bien d'où il vient. Alors, du coup, vous étiez parti davantage sur cette image que vous lui commentez, que du coup, on a arrivé à votre pensée. Mais oui, simplement, dans ce qui est drôle avec cette image, c'est que c'est une image, parce que la plupart des cartes des invasions barbares, ce sont des cartes qui sont apparues au cours du XIXe siècle. Au XVIIIe siècle, il y en a très très peu, et puis on trace des petits mouvements, des choses comme ça, mais très peu de choses. Alors que c'est un Français, et pas du tout quelqu'un après un espace germanique, c'est un Français donc, qui se faisait appeler Le Sage, qui s'appelait Lascaz. Lascaz, c'est qui? C'est le type qui a accompagné Napoléon à Sainte-Hélène et qui a fait le mémorial de Sainte-Hélène. Bon. Et ce Lascaz, évidemment, c'était un noble. Et ce noble, à la Révolution, il a fui des partis émigrés, comme beaucoup de nobles. Et il est d'abord parti en Allemagne, puis ensuite il est allé à Londres. Et c'est là, quand il était à Londres, qu'il a fait son atlas historique, qui est un des premiers grands atlas historiques importants, donc oui, dans les années 1800 et 1831, il y a eu beaucoup d'éditions en anglais, en français, en allemand, en italien aussi, je crois, je ne suis pas sûr.
Et lui, évidemment, il s'identifie, puisque c'est un noble, il pense qu'il est d'origine germanique aussi. Et c'est très drôle de voir qu'il y a une espèce de compromis dans l'emploi des termes qui est le sien. Tableau de la transmigration des barbares. Donc il ne parle pas d'invasion barbare, il ne parle pas de migration du peuple, il parle de transmigration, de migration des barbares. C'est assez drôle, c'est ni trop ni trop peu. Alors, et qu'est-ce qui se passe? Il montre comme ça, je fais un plan un petit peu plus grand, il montre alors, ce que les historiens américains de l'époque aujourd'hui appellent les plats de spaghetti. C'est ces mouvements qui sont allés dans tous les sens. Mais pas tout à fait dans tous les sens, ça va toujours à peu près d'est en ouest, sauf que souvent ça descend vers le bas. Ce sont les Ostrogoths, les Visigoths par exemple, qui sont bien connus pour avoir envahi Rome par exemple, saccagé Rome, etc. Les Visigoths qui sont connus pour avoir aussi été jusqu'en Espagne notamment. Et alors, ce qui est tout à fait fascinant, c'est que ce sont des peuples qui sont représentés comme partant d'un point, arrivant à un autre. Comme s'ils étaient toujours les mêmes, comme s'ils étaient passés d'un point à un autre en tant que peuple, toujours identiques à eux-mêmes, alors qu'en réalité... pardon? Beaucoup de temps. Il y a des siècles qui se passent avec des moments de pause, des pauses qui peuvent durer 150 ans dans un monde, et puis après, il y en a une partie qui repart, et puis entre-temps, ils se sont mariés et ils ont eu beaucoup d'enfants, et puis il y a d'autres peuples d'autres populations qui se sont mélangées à eux, et puis qui se sont reconstituées encore autrement, etc., etc. Donc il n'y a aucune homogénéité de ces peuples, aucune continuité, aucune homogénéité. Et ça, c'est quelque chose c'est-à-dire que l'idée selon laquelle les nations européennes sont constituées à partir de peuples homogènes et comme peuples homogènes est une idée qui est construite comme pure fiction au XIXe siècle. Qui est la notion de fixisme que vous développez. Voilà. Alors, c'est quelque chose, en effet, qui recoupe complètement le fixisme de la pensée raciste aussi. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que ce sont des thèses qui finalement semblent communément acceptées aujourd'hui encore. Alors que dans la réalité de ce qu'on voit, de ce qu'on trouve aujourd'hui dans les mouvements de population, c'est quelque chose qui, la plupart du temps, est en accéléré en quelque sorte, parce que les moyens de communication ne sont plus les mêmes, en accéléré ce qui s'est produit pendant quelques siècles, au début de notre ère. Donc il y a des changements, des bouleversements de la population constants. Et puis cette chose aussi tout à fait importante, c'est que les peuples étaient tellement peu homogènes, ce qui apparaissait comme peuple était tellement peu homogène, que souvent c'était déjà des conglomérats de populations d'horizons complètement différents, qui étaient identifiés comme, je ne sais pas, à l'Aube-Roche par exemple, simplement parce que il y avait un chef guerrier qui disait voilà, si vous voulez venir avec moi, je vous emmène plus loin, et donc on les appelle comme ça. On les appelle, voilà. Alors, ce sont des cartes comme celle-ci qui sont utilisées au XXe siècle pour justifier précisément la présence du sang allemand. Alors c'est les thèses de Boringer, par exemple. Relisez Boringer attentivement, si ça vous amuse. Ben non, mais c'est vrai, Boringer qui est un grand lecteur de livres, et c'est quelque chose qui est étonnant parce que c'est quelque chose qu'on retrouve alors, chez les Français, chez l'histoire de l'art français du XXe siècle. C'est la même chose. C'est le sang qui fait l'art, c'est le sang qui fait la race, et c'est la race qui fait l'art, c'est le sang qui fait l'art absolument. Et il est évident que ce qu'on voit comme différence purement culturelle aujourd'hui était à cette époque pensé comme indissociablement culturel et racial. Absolument indissociablement, puisque la culture c'était la race. Et toute l'entreprise de Lévi-Strauss a été, à un moment donné, à la demande de l'UNESCO, justement, de scinder les deux.
Mais ça ne va pas de soi, et aujourd'hui ça ne va toujours pas de soi parce que la conscience d'une immense partie, vous savez bien, de la population européenne dans laquelle culture et race restent totalement liées l'une à l'autre. Comment alors simplement, ces choses-là, ce type de discours, qui tient à dire que partout où le sang germanique s'est répandu, l'art a été, en quelque sorte, l'art a connu une nouvelle vigueur. Avec donc cette image évidemment, du barbare comme peuple jeune, vigoureux, qui féconde non seulement les populations, mais qui féconde la culture, évidemment aussi, les régions qu'il a envahies et qu'il va dominer. Alors même évidemment que numériquement, il n'y a pas... des millions d'autochtones, pour employer ce terme, et proportionnellement, il y a je sais pas, quelques milliers, quelques centaines de milliers, quelquefois, mais très rarement, de barbares, entre guillemets, complètement hétérogènes. Alors, peut-être pas longtemps après cette carte-là, ces notions de fixisme vont justement apporter, puisque l'Europe commence à quand même, par nos mouvements de population se calmer un peu, se porter sur la question, il y a tout un paragraphe, un chapitre dédié aux juifs sans art et à cette représentation-là finalement du juif qui va à un moment donné faire l'objet de cette tentative de nier à tel point qu'effectivement, non seulement, alors là, finalement c'est un détail puisqu'on parle de l'histoire de l'art, là effectivement c'est davantage une question du peuple entier qui est décimé. Bien plus compliqué, mais en termes d'histoire de l'art, pour en parler, vous pouvez développer un petit peu de oui, c'est quelque chose évidemment qui est tout à fait intéressant parce que l'antisémitisme chrétien qui a fait du peuple juif le peuple témoin, qui doit rester témoin à tout jamais de son aveuglement. C'est la fameuse synagogue qu'on voit sur les sculptures des cathédrales, par exemple, la synagogue de son bandeau, qui n'a pas vu le Messie. C'est-à-dire qu'il n'a pas reconnu le Christ aussi. Donc cette idée, cet antisémitisme chrétien-là, disparaît au profit en effet, enfin il ne disparaît pas, il s'estompe au profit d'un antisémitisme racial. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'on conteste évidemment, à partir du moment où on commence à penser que l'art est quelque chose qui est essentiel pour la vie de la nation, le peuple juif, où qu'il soit dans l'espace européen, est pensé comme un peuple parasite, une plante parasite, c'est une expression utilisée par Herder par exemple, et par beaucoup d'autres évidemment. Il n'appartient pas donc à l'espace européen, et donc il est systématiquement exclu en effet de la fabrication de cette culture artistique nationale. Alors, ce qui est drôle en fait, c'est qu'au moment même donc, où le barbare est réhabilité, parce qu'il y a bien une réhabilitation du barbare qui s'effectue au début du XIXe siècle, à ce moment-là, la figure du juif, elle, devient la figure du nouveau barbare, de celui qui non seulement n'a pas d'art du tout, et on invoque, comme on le fera dans les années 30 en France, comme on le fera encore aujourd'hui, quelquefois, on invoque le second commandement, tu ne feras pas d'image, etc. Toutes les découvertes de droit Europos, par exemple, toutes les découvertes d'art juif, qui ont souvent constitué le modèle pour les premiers arts chrétiens, on ignore totalement. Il y a des découvertes archéologiques qui sont faites, on publie ces découvertes archéologiques dans les années 20, dans les années 30, mais on l'ignore. Le juif reste un peuple sans art. Bon. Et sans art de toute humanité, et sans art pour des raisons d'interdit de la représentation, qui est une pure fiction, là encore. Parce qu'il n'y a pas d'interdit de la représentation
selon la religion juive, il y a interdit un certain nombre, un certain type de représentation. Représentation différente, qui est sur la financière, et dans certaines conditions, certaines limites. Et à ce moment-là, donc, la figure du juif devient non seulement la figure du barbare, la figure qu'occupait le barbare auparavant, parce que le barbare, mais c'est un barbare qui, lui, alors, devient vraiment destructeur. C'est-à-dire, ce sera l'image, en effet, construite par le national-socialisme en particulier, du juif comme destructeur de culture. Kultur zerstörung, disaient les nazis. Voilà, donc ça, en effet, c'est aussi quelque chose qui m'intéressait, avec cette espèce de chose tout à fait étonnante. Quand il y a une exposition Roscoe non, alors là, c'était en 1970, c'était la première exposition Roscoe que je voyais. En Europe donc, je suis né en 1948, donc j'avais 22 ans, en 1970, et je vois, je crois que c'était au Grand Palais, il me semble, il y avait une grande exposition Roscoe. Je ne suis pas sûr que c'était au Grand Palais, c'était très bien, peu importe. Et il y a un catalogue avec un historien de l'art important, allemand, qui publie là-dedans un texte, qui traduit, je ne sais pas s'il est déjà publié ailleurs, donc 1970, Werner Haftmann, qui était vraiment un des grands historiens de l'art de l'après-guerre, qui, ben voilà, c'est extraordinaire, le peuple juif qui n'avait pas d'art propre, tout à coup, maintenant, a un art à lui, et ça coïncide avec la naissance de l'État d'Israël. Alors là, c'est vraiment le nazisme le plus inconscient qui a surgi, de la façon la plus violente, la plus brutale, puisque, évidemment, Roscoe était un Américain, donc, qui n'avait pas grand-chose de juif, vraiment, il n'était pas croyant, enfin, aussi, il a fait une chapelle, vous savez, à Houston, entre la vallée du Nil, et c'est une chapelle catholique, ou je ne sais pas quoi, en fait. C'est catholique ou c'est pas, je ne sais plus. Bon, enfin, toujours est-il que c'est un délire absolument total, et qui est alors, idéologiquement insupportable, évidemment. Insupportable, parce qu'en même temps, ça lie, justement, non seulement à la race, parce qu'il pense aussi le peuple juif non seulement comme religion, mais comme race, mais aussi à la terre, au sol. Donc là, on est dans le Boden, on est vraiment dans le sang et le sol. Alors que Werner Haftmann est quelqu'un qui était réputé, évidemment, être un grand libéral parmi les libéraux de l'Allemagne d'après-guerre. Et donc, quelqu'un éminemment respecté partout dans le monde. Voilà, donc c'est quelque chose qui, en effet, est intéressant aussi. Mais cela dit, c'est pas, évidemment, quelqu'un comme alors, Bernard Berenson, qui était juif, le grand amateur et historien un peu, esthéticien, Bernard Berenson, était complètement antisémite lui aussi. Beaucoup d'antisémitisme aura. C'est pas le fait d'être juif ou pas juif qui est établi ici. Lui-même était convaincu de l'absence totale d'art, de l'incapacité absolue des juifs à produire le moindre art. Évidemment, c'est l'objet de votre ouvrage. Vous pourrez être amené à poser la question, vous-même, en tout cas, elle est posée dans l'introduction, dans la présentation de l'ouvrage, de savoir est-ce que finalement, on pourrait dire que l'histoire de l'art est raciste, ou en tout cas, vous y répondiez peut-être de façon plus générale, les sciences sociales dans l'ensemble, vous pouvez y répondre davantage. Est-ce que, de façon plus positive, ou plus optimiste, est-ce qu'on peut trouver des contre-exemples qui consistent à dire qu'effectivement, l'histoire de l'art n'est pas, ou en tout cas les sciences sociales, ne sont pas nécessairement racistes. Vous parlez d'une anthropologie qui est elle-même oui, historiquement de fait. Bien sûr, heureusement. Simplement, il est très clair que simplement, il y a un certain nombre de concepts qui continuent à être utilisés dans le champ de l'histoire de l'art, dont je me disais qu'il faut tout de même arriver à montrer leurs origines. En particulier, les concepts qui sont utilisés à tort et à travers, d'optique et de tactile, l'opticalité et
haptique, etc. Des choses comme ça. Ça vient, c'est ancré dans une tradition qui est une tradition à la fois qui vient opposer le nord au sud. L'espace méditerranéen classique a, ce que je disais tout à l'heure, a l'espace du nord qui serait plus spirituel, plus profond, etc. Donc la tactilité méditerranéenne païenne du sud, les anciens intelligents qui avaient un sens tactile profondément développé, et les Italiens, regardez, ils sont toujours comme ça. Et puis, dans le nord, au contraire, c'est la profondeur germanique, ou la profondeur des pays du Nord, de façon plus générale. C'est la subjectivité, un discours complètement égalien aussi. C'est la profondeur de la subjectivité. Voilà, c'est ça qui m'intéressait. Parce que, évidemment, tous les gens qui emploient ces concepts ne sont pas racistes du tout. Ce que je veux dire, c'est que c'est extrêmement dangereux quand quelqu'un comme... comment il s'appelle ce plasticien belge-flamand qui... comment on dit ? Non, Yann... Vanek ? Comment ? Yann Fabre. Yann Fabre. Yann Fabre. Oui, Yann Fabre qui revendique ses racines à tel point qu'il refuse d'exposer ailleurs que dans les salles de l'école du Nord quand il expose le Louvre à Paris. Pardon, mais c'est quelque chose que je trouve particulièrement dangereux. Voilà. Juste récemment, il s'est fait remercier de la direction d'un festival en Grèce. Oui, il avait fait absolument tous les artistes qui avaient été invités étaient des Belges. Absolument. C'était sympa, mais quand même, c'est bien d'ouvrir un petit peu le champ. Voilà, après, c'est. La parenthèse est fermée. Ça me fait rebondir sur. Vous parlez de salle. On n'a pas parlé tout à l'heure quand on parlait de la question de style. C'est aussi intéressant parce qu'on a pas mal posé la question du musée, puisqu'on effectivement. On n'a pas eu le temps de parler tout à l'heure de ce lab qui était à la Villa Sauvage il y a quelques mois, dans lequel on a traité de comment réinventer le musée aujourd'hui et comment il a été créé. Pour mieux savoir comment réinventer, il fallait mieux se poser la question de comment il avait été constitué. Et il y a un passage dans l'ouvrage dans lequel vous parlez de la création du musée du Louvre, avec cette bataille qui se livre entre les différentes personnalités qui étaient à l'origine du musée et du choix de composer les salles par école, par style, par pays quasiment, alors que son créateur souhaitait mélanger les styles évidemment pour apporter un regard complètement différent sur l'histoire de l'art, l'histoire en train de se faire. Est-ce qu'on peut juste en parler Oui, alors, avec plaisir, là je ne vois pas bien, là, mais... Voilà, c'est simplement une photo de National Gallery par Thomas Strutz dans les années 80, la fin des années 80, qui tout simplement en fait, représente ses contemporains en train d'observer des œuvres. Oui. Mais ça, c'est quelque chose qui m'a fasciné, c'est la façon. Alors, ça, c'est le travail admirable d'Édouard Pommier. Édouard Pommier, donc, d'abord conservateur, historien aussi du musée, qui a montré, il n'est pas le seul évidemment, mais qui a montré d'autres, que, au milieu du XVIIIe siècle, quand il y a un certain nombre de galeries en France et en Allemagne, à Dresde notamment, qui sont ouvertes au public, les œuvres étaient souvent classées par affinité, plastique. C'est quelque chose que l'on retrouve dans le mode d'accrochage inauguré par la tête moderne il y a, je ne sais pas combien, une quinzaine d'années, quelque chose comme ça, tout d'un coup, on arrête. Il n'y a plus d'école, il n'y a plus de chronologie, il n'y a plus de trucs. C'est des espèces d'analogies formelles qui deviennent le principe directeur de l'accrochage. Or, c'était comme ça. Ce dont il s'agissait, c'était finalement de former le bon goût et de former des peintres, notamment des artistes, par le spectacle de certaines parties de la peinture, c'est-à-dire telle et telle œuvre pouvait être associée pour des raisons de qualité de coloris, pour des questions de qualité de dessin, etc. Et puis tout à coup, en effet, au fur et à mesure qu'on avance dans le XVIIIe siècle, et surtout dans les toutes dernières années, donc avec en effet la construction du Louvre sous la Révolution française dans les années 1790, alors là, tout à coup, il y a un modèle qui se met en place, qui est inauguré, enfin qui est testé, disons, un petit peu avant, ailleurs qu'en France,
mais qui va devenir le modèle quasi universel. C'est école nationale et chronologique. Et c'est quelque chose, je ne sais pas si c'est un bien ou un mal, parce que c'est vrai qu'en même temps, bon, moi je reste un peu attaché à la chronologie. Hein. Alors après, on peut mélanger les deux ensemble. Moi, c'est vrai que je reste un peu attaché à la chronologie. Et c'est vrai qu'en même temps, je me dis, bon, la chronologie plus le rassemblement d'œuvres par origine nationale, ethnique, est quelque chose qui en effet peut créer et qui a créé, je veux dire, des choses absolument désastreuses, puisque ça mène à une espèce de narcissisme national. Et c'est bien dans ce but-là que ça a été créé, en plus. Ça a été créé explicitement pour donner aux populations d'une nation donnée, tendre un miroir, montrant la supériorité de ce peuple sur les nations environnantes. J'en profite pour ouvrir aux questions de l'Assemblée. Moi, je veux bien faire plusieurs remarques. Et d'abord une qui est personnelle, que je t'adresse, je l'ai déjà fait après la lecture de ce texte, qui est un livre absolument extraordinaire, que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire, beaucoup d'intérêt, et parce que je dirais que c'est un terme qui est aujourd'hui très utilisé dans d'autres domaines, une manière de lanceur d'alerte. Parce que j'ai lu Riegel, j'ai lu Winkelmann, j'ai lu beaucoup d'historiens de l'art que tu as nommés ou que tu n'as pas nommés mais qui sont dans ton livre. Et ce que tu démontres, je ne l'avais pas forcément vu. Et je dois dire que ça m'a un peu soulagé, parce que devant de telles sommités, on est tout petit, et quand tu arrives à montrer effectivement que leur option n'est pas forcément la bonne, que leur lecture de l'histoire de l'art est falsifiée par ces options, eh bien, il y a quelque chose de très enrichissant, et vraiment, je tiens à le dire publiquement, je l'ai fait par lettre, te remercier vraiment comme lanceur d'alerte, si je peux reprendre. Oui, ça me touche beaucoup, ce terme. Et ce terme, je l'accepte avec grand plaisir. Alors, la deuxième chose que je voulais te demander, que je voulais dire, c'est que on a bien compris que les invasions barbares dataient du XVIIIe et prenaient leur essor complet dans le domaine de l'histoire de l'art au XIXe siècle. Il y a une chose qui me chiffonne, c'est que dans les pays nordiques, qui sont donc les barbares civilisateurs, il n'y a pas, comme ce fut le cas à Rome ou comme ce fut le cas à Paris, la capitale des arts. Il n'y a aucune capitale des arts, autant que je puisse me souvenir. Il n'y a pas de centre historique, artistique, comme effectivement à Rome au XVIIe siècle, au XIXe et au XXe siècle, au moins pour la première partie, à Paris. Comment on peut expliquer le fait que ça manque comme ça? D'où par exemple la création de Cobra. Hein? Alors justement, j'allais t'en parler. Et permets-moi peut-être de dire qu'on a parlé des historiens de l'art, Oui. mais on a oublié aussi, à part de mentionner des artistes qui vont dans le même sens que ce que tu dénonces. Oui. Et Cobra est un groupe entier, Copenhague, Bruxelles, Amsterdam, qui milite Contre Paris. pour un art, contre Paris, Oui. mais qui milite pour un art qui revendique les racines nord. Absolument. Asgerian plus que les autres. Et peut-être les Astoriens plus que les autres. Oui, tout à fait, tout à fait. Écoute, je te remercie, c'est vrai, alors, simplement pour ma défense, parce que là,
C'est pas Non, une mais observation. ce serait un autre livre qu'il faudrait faire. Ben oui, parce que là, je me suis intéressé en effet à l'histoire de l'art, c'est comme discipline, je dirais. Bon, et à l'anthropologie, et à l'histoire, tout aussi. Mais commencer à parler des artistes eux-mêmes, je crois que je n'en sais finalement dans le cours du texte qu'un, à part un certain nombre d'autres à la fin dans l'épisode. Mais sinon, je ne sais que Karl Gaspar Friedrich, qui revendique justement la barbarie noire, etc. Dans les années 1810, je crois, quelque chose comme ça. Parce que c'est le grand moment, justement. Mais sinon, c'est vrai que je me suis systématiquement abstenu de parler des artistes parce que ce serait un autre ouvrage, ce serait un autre livre. Mais évidemment, il n'échappe pas non plus à ses préjugés, il n'échappe pas du tout. Ils sont complètement partie prenante. Tout à fait. Et évidemment, je pensais beaucoup à Cobra. Il y a des textes du petit Cobra en particulier qui sont absolument hallucinants. Et puis, alors tout de même à la fin, dans l'épilogue, je cite du Buffet. Il y a des trucs de Buffet qui sont gratinés. Alors ça m'étonne moins, parce qu'on savait le caractère très célinien chez Oui, c'est la proximité avec Céline. Non, mais son antisémitisme, on savait un peu. Oui. On savait un peu. Et chez Cobra, c'est vrai. Mais ça aime des Arabes aussi, tout à coup. Ça aime des Arabes. Il va quand même se ressourcer. Pardon Où il va quand même se ressourcer. Voilà, ça c'est quelque chose qui m'intéressait, justement, ce retournement. Parce qu'il y a sans arrêt des retournements dans ces histoires-là. Le retournement de Buffet, qui va se ressourcer dans les pays arabes, à l'Afrique du Nord, et qui, au bout d'un moment, dit, mais je ne supporte plus ces gens-là, et d'ailleurs, les vrais sauvages, c'est nous. Bon, c'est extraordinaire. Nous sommes finalement, nous, occidentaux, à rien, dit-il, nous sommes les vrais sauvages. C'est notre culture et la culture sauvage primitive, beaucoup plus puissante et dominatrice finalement que tous ces pauvres petits sauvages que sont les Arabes et autres Africains. Il y a quelque chose d'absolument terrifiant dans ce type de discours aussi. Indépendamment de son œuvre. Mais c'est vrai qu'il y a un nombre d'artistes absolument considérable qui vont tous en son même sens, qui sont tous imprégnés de l'ère du temps, qui est en général pas très respirable. Mais il y a quand même, dans l'histoire de l'art, ça perdure très longtemps, le voyage à Rome. Les artistes vont en Italie se former parce que même au-delà, parce qu'il y en a quand même pas mal, même au 19e, qui, dès qu'ils peuvent, ils vont. Remarquez à Rome, il a peint à partir de Raphaël, Degas, il a bien à Rome, à Naples, à Florence, l'édition. Ça reste quand même un lieu aussi. Tout à fait, mais il n'y a pas non plus vraiment de contradiction. Ouais. Non, c'est ça que c'est que. Ou alors si c'est contradictoire, mais je veux dire que ce sont des contradictions qui peuvent très bien aller ensemble. Ça donne un aspect évidemment chaotique un peu au paysage général, mais ce ne sont pas des choses qui s'excluent. C'est-à-dire que d'abord, ce dont il s'agit, c'est depuis la création, de toute façon, de l'Académie de France à Rome, il s'agit de voler la primauté aux Italiens. Alors, c'est un art, c'est l'art français contre l'art italien. Et là-dessus, il y a tout de même aussi des textes qui sont extrêmement clairs, vraiment extrêmement clairs. Et donc, c'est quelque chose aussi qui, malgré tout, est dirigé contre le Sud. Il faut maîtriser cet art du Sud, cet art qui nous vient des Italiens, il faut le maîtriser pour le surpasser. Donc c'est aussi assez ambigu. Même si on est dans l'admiration. Bon, de la même façon, dans tout le discours de l'histoire de l'art, nordiciste, quelque chose comme ça, germaniciste aussi, donc des rives, Wolfling, etc. Il y a toujours, c'est une vieille histoire depuis Goethe, pour les Allemands, il y a toujours cette admiration pour l'Italie. C'est nous et les Italiens. Dans une espèce de rapport conflictuel. Les Français sont des patrons en général, c'est marginal,
c'est une pièce rapportée dans une histoire qui se joue entre nord et sud, c'est-à-dire entre italiens et allemands. Dans la conscience de beaucoup d'Allemands, c'est comme ça que ça se passe. Quelle question? Oui, on dit. Oui, moi j'ai une question sur le croisement entre la question raciale et la physiognomonie aussi, comment ça se... Et la physiognomonie? Oui, comment ça se combine, tout ça. Ah, alors ça c'est une question qui non seulement m'a énormément intéressé, mais qui me donne beaucoup de fil à retordre. Ah oui, j'imagine. Ouais. Parce que, bon, je citais tout à l'heure l'étude de Giovanni Morello. Bon, c'est un point. Mais, donc, alors, mon point de départ, ça a été finalement Winkelmann, et ce truc que j'avais remarqué notamment quand j'avais travaillé sur le nazisme, c'est que dans les réflexions sur l'imitation de 1756, à peu près, il dit ce truc, mais il y a un moment d'hésitation. Il dit, mais finalement, les statues, les profils qu'on voit sur les monnaies, est-ce que c'est l'idéal ou est-ce que c'est copié sur la réalité? Est-ce que les Grecs étaient réellement avec ce profil et ce nez droit, ou est-ce qu'ils étaient, comme nous tous, est-ce que c'est un travail qui procède de l'idéalisation? Et alors, de façon absolument étonnante, il a dans un premier il dit, finalement, si les Grecs, ils ont les droits, comme les Kalmouks comme ci, et comme les Chinois et les yeux brillés. Donc ça devient un trait physique qui appartient à l'ethnie, on dirait aujourd'hui, au peuple grec, à la race grecque, etc. Et à partir de là, c'est absolument insensé parce que, voilà, il va penser à, il y a des hésitations, c'est assez élevé, je suis le détail. Et puis, quand il écrit l'histoire de l'art chez les anciens, donc plus tard, dans les années 1760, là, il a tranché. Finalement, chaque peuple s'imite, dans sa peinture, s'imite lui-même, se peint physiquement. Et si, la statuette grecque est si belle, c'est parce que les Grecs étaient beaux. Et si les Égyptiens n'ont pas atteint un degré artistique aussi élevé que celui des Grecs, c'est parce qu'ils étaient laids. Et donc, ils ne pouvaient pas ils pouvaient pas produire le même idéal, puisque leur idéal était nécessairement dépendant de leur physique. Voilà. Alors c'est incroyable, les fantasmes qu'ont pu produire les Égyptiens et la peinture égyptienne, parce que ça, depuis la fin du XVIIIe siècle, on voit sur les... c'est devenu une espèce de... systématiquement cité dans tous les ouvrages sur la race qui sont produits en France, en Angleterre, aux États-Unis en particulier, au XIXe siècle, on voit ces images montrant des différentes teintes de peau dans les peintures égyptiennes, sur une même peinture, sur le même mur peint. Et alors, vous voyez, il faisait très bien la différence entre les blancs, les nègres, les cheveux crépus, ceci, etc. Et ils ne se mélangeaient pas. Et bon, il y a une espèce de délire aussi total qui est produit à ce propos-là. Mais alors, à partir de donc, cette histoire de race et de physiognomonie, c'est cette idée sur laquelle, qui va devenir aussi l'un des credos les plus étonnants de l'anthropologie, c'est une belle race produit nécessairement non seulement un bel art, mais une culture supérieure. Si une culture est supérieure à une autre, c'est parce que la race est plus belle, supérieure. Et on a des énoncés, je ne veux pas le trouver comme ça, mais on a des énoncés qui sont, on en reste, les bras ballants, la bouche ouverte, etc. Mais c'est quelque chose qui vient aussi de Lavater, pour une bonne part. C'est Lavater et son art de la physiognomonie, qui lui est profondément chrétien. Un être bon ne peut pas être tout à fait laid. Oui, parce qu'il y a les vertus morales qui sont elles. Voilà, les vertus morales, absolument. Donc il y a les vertus morales, mais les vertus très vite aussi donc, de savoir-faire, d'intelligence, de... Par
toutes les vertus qui font la supériorité d'une culture, qui se lisent sur le visage, la conformation physique, etc. Et donc, sur l'art, forcément, puisque partout, les hommes font les dieux, c'est-à-dire leurs idéaux, à leur image. C'est l'énoncé qu'on retrouve chez Winkelmann, mais en réalité chez tout le monde. Une chose qui m'intéresse aussi, c'est le fait que c'est un énoncé très ancien, sauf qu'il était pris au sens spirituel précédemment, spirituel ou intellectuel. Quand on écrivait les hommes font les dieux à leur image, c'est comme quand on, dans la culture biblique, on dit l'homme crée un dieu à son image. Ça ne veut évidemment pas dire l'image physique, hein, mais c'est la ressemblance intellectuelle, morale, tout ce qu'on fait. Et tout d'un coup, au XVIIIe, clac, ça passe dans les traits somatiques, physiques, etc. Là, il y a quelque chose qui se passe qui est tout à fait étonnant. Et en ce qui concerne, oui. Et en ce qui concerne le primitivisme, tout ce travail qui a été fait autour du bon sauvage chez Gauguin, par exemple, ou au début du XXe siècle, tous ces artistes qui ont pioché dans l'art africain, Picasso qui va regarder ce qui s'est fait chez les Ibères, etc. Est-ce que là aussi, il y a une posture, entre guillemets, raciale de la part de ces artistes? Posture raciale, certainement, mais raciste, chez Gauguin, non. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Gauguin, il a inventé en partie ce pays de paradis. Il est parti aussi avec des images de l'histoire de l'art, il a réinterprété des images d'art égyptien. Il n'est pas allé piocher uniquement il a même inventé des déités qui n'existent pas. Oui, absolument. On est dans quelque chose de pensé aussi, de construit. Oui, tout à fait. C'est pas une approche d'anthropologue. C'est une approche, c'est une approche d'anthropologue, mais d'anthropologue qui vient. Oui, bricoler bien sûr, et puis qui joue avec les instruments de l'anthropologue aussi, puisqu'il emmène des images de British Museum avec lui, en effet, et puis il transforme, il transforme en égyptien les habitants des îles, par exemple. Je ne sais plus comment ça s'appelle, le marché, c'est ça? Tamatété, le marché. Tamatété. Un banquet, on t'éveille. Voilà, c'est ça, par exemple. Donc oui, il joue avec tout ça, lui, il bricole, il peut, il invente des idoles qui n'existent pas. Oui, absolument. Non, mais encore une fois, tous les artistes ne sont pas uniquement racistes. Toute l'histoire de l'art. Non, mais j'entends déjà ça, que c'est raciste, mais comme une espèce. Oui, mais par exemple, il y a deux contre-pied, en fait. Oui, il y a deux écrivains dont j'ai le nom maintenant. Les artistes sont là pour inventer, non? Pardon. Les artistes sont là pour inventer. Oui. Je pense, n'est-ce pas? Mais deux écrivains qui sont tout à fait étonnants, qui ont fait un truc sur l'art des races, et qui donnent libre cours comme ça absolument à leur fantasme et à leur imagination, et les mélanges raciaux deviennent des choses absolument merveilleuses, avec, je vous dire, un peu comme chez Gauguin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Réflexion. J'ai pas pris ma main pour tout vous dire, je sais pas. Un mot sur les musées. Bien sûr. Non, ça va, tout va bien. Un mot sur les musées et les choix qui sont faits au niveau des accrochages, des rassemblements d'œuvres, des collectes d'œuvres. On a parlé évidemment du certain musée français de Louvre comme celui qui aurait été l'exemple que d'autres auraient ensuite suivi. Dont acte, je suis comme toi un peu attaché à la chronologie, pas forcément, et même pas du tout aux regroupements nationaux.
Mais on peut s'enorgueillir en France d'avoir des musées qui présentent des œuvres des autres nations, des autres peuples, des autres cultures. Parce que si vous allez aux États-Unis, vous pouvez avoir visité beaucoup de musées qui sont américano-américains. Tu fais référence aux Whitney par exemple, qui sont Par exemple. Et Oui, sur c'est le- une option. Mais c'est ça, c'est le grand avantage des pays colonisateurs. Peut-être aussi à cause de ça. Ah oui, tout de même. Ou des pays qui ont raté. Des pays plus anciens, oui, c'est ça. Mais là, c'est intéressant de relire justement alors, les lettres à Miranda de Catherine de Quincy, toutes ces œuvres qui ont été volées par Napoléon, etc. Il faut les rendre. Le Quai Branly, viré. Absolument. Absolument. Ce serait ça qu'il dirait aujourd'hui, 95. Absolument. Évidemment, bon, c'est un problème. Bon, on n'a pas. Tout le monde n'a pas un passé colonial, c'est vrai. Ce qui est au Met a coûté très cher, beaucoup plus cher que ce qui est au Quai Branly. On reste là-dessus. Merci beaucoup d'être venu. Merci.